Salut à toutes et à tous et bienvenue sur French Podcast. Moi, c'est Charline et aujourd'hui, on plonge dans un sujet, disons, du quotidien, parler de ses collègues en français. Emmanuel est avec moi, prêt à partager ses anecdotes pro. Hello Charline, salut à tous. Ah, les collègues, franchement, ils sont au cœur de nos journées. Et puis, en français, il y a plein de petites expressions pour décrire l'ambiance au bureau ou même raconter une situation marrante avec un collègue. Carrément. Et tu sais, j'ai reçu plein de messages d'auditeurs qui galèrent à exprimer leurs ressentis sur leurs collègues ou qui ont peur de commettre une boulette. C'est marrant, j'ai vécu ça aussi quand je travaillais à Lyon. Impossible de dire simplement que quelqu'un est super organisé sans paraître trop formel. Alors aujourd'hui, on va décrypter tout ça ensemble, sans stress. Puisqu'on parle de ça, Emmanuel, toi, comment tu décrirais un collègue sympa, mais aussi un collègue un peu difficile? J'entends souvent sympathique ou gentil, mais ça sonne parfois trop basique, non? Ah oui, sympa, c'est un peu le couteau suisse, mais parfois c'est trop vague. Si je veux préciser, je peux dire, par exemple, Chloé est toujours disponible ou Paul est vraiment à l'écoute. Par contre, pour un collègue compliqué, j'utilise il est un peu râleur ou elle est parfois têtue. On évite d'être méchant, mais on peut nuancer. Oh, j'adore râleur. C'est tellement français. Et puis ça reste gentil. Faut dire au bureau, tout le monde a son petit défaut. Exactement. Et puis, ça détend l'ambiance. Parfois, juste dire il aime bien donner son avis, suffit à faire comprendre sans critiquer. Tu as déjà eu un collègue, disons, original. Ouh là oui. J'ai eu un collègue qui chantait tout le temps devant son ordi, impossible de se concentrer. Ce collègue qui chante, ça met de l'ambiance. Mais justement, comment tu décrirais l'ambiance générale dans une équipe? Il y a des tournures à privilégier en français? Oh, pour l'ambiance, j'aime bien dire, il y a une bonne entente dans l'équipe, où l'ambiance est détendue. Si c'est un peu stressant, je dirais plutôt on travaille dans l'urgence ou la pression est forte en ce moment. Oui, et en français, on utilise vachement on au lieu de nous, genre on se soutient beaucoup. Ça fait tout de suite plus naturel. Tout à fait. Et puis parfois, juste dire l'équipe est soudée suffit. Mais bon, parfois, l'ambiance peut aussi virer au chacun pour soi. Tu l'as déjà vécu, toi? Malheureusement, oui. Mais ça vaut le coup de savoir le dire sans trop dramatiser, genre en ce moment, l'ambiance est un peu tendue. Ce que tu dis sur la tension au travail, ça me rappelle une fois un collègue avait oublié un énorme dossier. Au lieu de l'enfoncer, on a juste plaisanté en disant ah, il a la tête dans les nuages aujourd'hui. C'est tellement typique. D'ailleurs, j'ai eu une collègue qui arrivait toujours en retard, mais elle apportait des croissants pour se faire pardonner. Résultat, tout le monde rigolait et personne ne lui en voulait. C'est la technique du croissant. Ça marche à tous les coups. Franchement, ces petites anecdotes, elles montrent à quel point le vocabulaire français, il est subtil. On évite souvent les critiques trop directes. Ouais, et puis ça permet d'être diplomate. Au lieu de dire il fait pas son boulot, on dit il a du mal à suivre le rythme. C'est plus doux, même si tout le monde comprend. Du coup, parlons un peu de demander de l'aide ou exprimer un besoin au travail. Parce que franchement, c'est pas toujours facile à formuler, surtout en français. C'est clair. Moi, j'utilise souvent des formules comme tu pourrais me donner un coup de main ou j'aurais besoin de ton avis sur ce dossier. Ça reste poli, sans paraître trop insistant. Oui, et on remarque aussi l'importance des mots comme ensemble ou partager. Par exemple, on pourrait travailler ensemble là-dessus. Ça invite à la collaboration, sans mettre la pression. C'est vrai, et même quand on n'ose pas trop, ajouter deux mots comme si t'as le temps, ça change tout. Genre tu pourrais m'aider si t'as le temps. On sent que tu respectes l'autre. On arrive déjà à la fin. Un petit conseil pour nos auditeurs qui veulent être plus à l'aise avec leurs collègues en français. Franchement, osez tester des expressions toutes simples, même si ça paraît maladroit au début, plus vous essayez, plus ça devient naturel. Et puis, le sourire, ça marche dans toutes les langues. C'est vrai, et n'oubliez pas d'écouter aussi comment parlent les autres au bureau. On apprend beaucoup juste en observant. Allez, merci à tous d'avoir écouté cet épisode de French Podcast. On espère que vous repartirez avec quelques astuces et, qui sait, une nouvelle façon de parler de vos collègues. À très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos collègues, bien sûr. Salut tout le monde. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Alors Emmanuel, on attaque la deuxième partie de l'épisode et franchement, j'adore ce moment où tout peut partir dans n'importe quelle direction. J'espère que nos auditeurs sont prêts pour les surprises du jour.
Carrément, Charline. J'ai l'impression qu'on a à peine effleuré la surface la dernière fois. Et puis, rien de mieux qu'un bon podcast en français pour discuter boulot, collègues, et même ces petites histoires qu'on n'ose pas toujours raconter. Oh, c'est clair. Les anecdotes de bureau, c'est un vrai terrain de jeu. D'ailleurs, aujourd'hui, on va justement plonger dans ce fameux thème, comment parler de ses collègues en français sans se planter et surtout sans se faire d'ennemis. Et tout ça, évidemment, sans perdre notre esprit French. Tu sais, cette légèreté qu'on adore. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petite parenthèse, pour nos nouveaux auditeurs, on est là pour vous aider à rendre le français pro super accessible et même fun, que vous soyez au bureau ou en télétravail. Alors, comment tu t'y prends, toi, Emmanuel, pour dire ce que tu penses de tes collègues sans créer de drame? Parce qu'on a tous collègues un peu spéciaux, non? C'est tellement vrai. Moi, j'essaie toujours de commencer par un compliment. Genre, si mon collègue est désorganisé mais hyper créatif, je dis, il a vraiment de super idées, même si c'est parfois un peu le bazar autour de lui. Ça passe mieux, tu trouves pas? J'adore cette approche. C'est tout l'art de la diplomatie à la française. On enrobe, on nuance, et puis ça évite les mots trop durs, du genre il est insupportable, qu'on regrette souvent après avoir lâché. Exactement. Ce qui marche aussi, c'est l'humour. Une fois, j'ai dit, avec lui, c'est soit le génie, soit la pagaille. Tout le monde a rigolé. Et ça a détendu l'atmosphère. Tu utilises ce genre d'astuce, toi? Ah oui, l'humour sauve bien des situations, surtout quand un collègue fait une gaffe, ça permet de relativiser. Mais attention, il faut sentir le moment. Parce que parfois, l'humour mal placé, ça peut vite partir en vrille. Parlant d'éviter la vrille, tu as déjà eu un vrai conflit au boulot? Je trouve que ça peut arriver vite, surtout quand la communication déraille. Oh, bien sûr! Une fois, avec une collègue, on ne se comprenait jamais par mail. J'ai fini par la voir en face à face et en 10 minutes, tout était réglé. Ça m'a appris que le ton en français, comme dans n'importe quelle langue, c'est crucial. Mais tellement. On oublie souvent que le français écrit, c'est parfois plus sec qu'on ne le voudrait. Tu sais, ces mails qui commencent par bonjour, 6 juin, et qui finissent par un simple cordialement, ça ne fait pas rêver. On dirait des robots parfois, non? Moi, j'essaie d'ajouter un petit mot sympa, genre bonne journée à toi ou merci pour ton aide. Ça change tout et ça rend les relations tellement plus fluides. Complètement d'accord. Quelques mots gentils, et hop, une ambiance de travail plus détendue. Et puis quand il y a un malentendu, rien ne vaut une vraie discussion. Ça évite qu'on s'énerve dans son coin pour rien. Ça me fait penser à nos auditeurs qui apprennent le français à un niveau intermédiaire. Les situations de bureau, c'est un super terrain d'entraînement, tu ne trouves pas? Complètement. La vie pro, c'est plein de petits défis où on peut placer du vocabulaire, des expressions, et puis même les bourdes deviennent des occasions d'apprendre. Je me souviens du jour où j'ai confondu chef et chef de projet, ça a donné un sacré quiproquo. Ah, les faux amis et les subtilités du français, on pourrait en faire un épisode entier. Mais c'est vrai qu'en s'exerçant sur des situations concrètes, on retient mieux. Tu as un exemple d'expression pro que tu adores utiliser? J'aime bien dire mettre la main à la pâte, surtout en réunion. Ça motive l'équipe et c'est une image qui parle à tout le monde, même aux non-natifs. Et toi, tu as une astuce pour progresser? Moi, je conseille toujours d'écouter des podcasts, justement, en français sur des sujets variés. Non seulement on s'habitue au rythme, mais aussi aux expressions qu'on n'apprend pas dans les manuels. Avant de conclure, tu aurais un conseil pratique pour nos auditeurs qui veulent parler de leurs collègues avec élégance? Parce que parfois, on se retrouve à devoir expliquer une situation délicate. Ce qui aide vraiment, c'est d'utiliser des expressions comme il semble que, ou j'ai l'impression que. Par exemple, au lieu de dire Paul est toujours en retard, tu peux dire il me semble que Paul a eu quelques retards récemment, ça adoucit le message. Oui, ça évite direct de pointer du doigt. On reste dans l'observation, pas dans le jugement. Et puis, c'est plus ouvert à la discussion. Exactement. Et si jamais la conversation devient tendue, un petit sourire ou une touche d'humour, comme on le disait plus tôt, peut faire la différence. Finalement, le français pro, c'est un peu comme une danse. Il faut trouver le bon rythme. J'aime bien cette idée. Prendre le temps de choisir ses mots, mais aussi de lâcher prise parfois. Merci pour tous ces conseils, Emmanuel. Tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Juste un énorme merci à tous ceux qui nous écoutent, qui partagent leurs anecdotes, leurs questions. C'est vous qui faites vivre French Podcast. Et on espère vraiment que cette deuxième partie vous a donné des clés pour avancer, rire et progresser en français, même au boulot. N'hésitez pas à nous écrire sur vos propres expériences.
Je suis curieux de lire vos histoires de collègues épuisants ou inspirants, vos astuces pour garder la paix au bureau. Tout ça, c'est du vécu et c'est ce qui rend ce podcast unique. Sur ce, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode de French Podcast. Gardez le sourire et surtout, gardez votre French attitude. Écoute la troisième partie de Podcast Français. Bonjour et bienvenue. On a tous connu ça, hein, arriver dans un nouveau bureau. Ah oui? C'est un peu comme être un explorateur en terre inconnue. On observe, on écoute, on essaye de comprendre les codes. Mhm. Et quand c'est dans une autre langue, comme le français, le défi est encore plus grand. Les mots qu'on choisit pour parler de ses collègues, pour décrire une situation. Ça peut tout changer. Exactement. Ça peut construire des ponts ou creuser des fossés. Et c'est justement cette exploration qu'on entame aujourd'hui. On va décortiquer un peu cet art subtil de la communication pro en français. D'accord. Notre guide, c'est une source qui a un titre assez prometteur, Mhm. un podcast pour apprenants qui s'appelle « Parlez de vos collègues en français, relations professionnelles faciles Relation facile, j'aime bien ça. ». L'idée, c'est pas juste de faire une liste de vocabulaire, mais de comprendre ce qu'il y a derrière les mots. Et pour que ce soit concret, on va imaginer un personnage, Alex, qui débarque dans une équipe à Paris. On va suivre son parcours. C'est une super approche. Ça nous met tout de suite dans le bain. Et ce titre de la source, il est vraiment essentiel. Oui, Le fait d'ajouter « relation professionnelle facile », ça suggère que la langue, en fait, c'est pas le but, c'est un outil. c'est un moyen. Voilà, c'est un outil au service de la collaboration. On ne parle pas de grammaire, là, on parle presque d'ingénierie relationnelle. Chaque mot, chaque intonation, c'est une pièce d'un puzzle. Le puzzle de la confiance. De la confiance et de l'efficacité de l'équipe, oui. Et c'est ce puzzle qu'Alex va devoir assembler. Exactement. Alors, imaginons notre Alex. Premier jour, première réunion. La première chose à faire, c'est de comprendre qui est qui. Le béaba. On entend collègue, chef, patron. Pour quelqu'un qui n'est pas francophone, ça peut sembler un peu pareil. C'est des faux amis, ces mots. C'est plus subtil que ça. Disons que ce sont des amis, mais à des degrés d'intimité différents. D'accord. Le patron ou la patronne, c'est souvent le sommet de la pyramide, le grand dirigeant, quoi. Je me souviens, dans un de mes premiers stages, j'ai appelé mon directeur de département mon patron. Ah, Il m'a regardé avec un petit sourire et il m'a dit « Le seul patron ici, c'est celui dont le nom est sur le bâtiment. Moi, je suis juste votre responsable. » c'était une leçon express. Voilà une leçon culturelle instantanée. Responsable, c'est le terme le plus neutre, le plus courant pour son manager direct. Chef ou chef, ça marche aussi, mais ça peut avoir une connotation un peu plus autoritaire selon le contexte. Et dans le jargon de bureau, j'entends tout le temps mon N+1. Ça, c'est presque un code secret pour les initiés, non? C'est tout à fait ça, c'est le code de l'organigramme. Mon N+1 pour niveau hiérarchique plus 1, c'est une façon très factuelle, presque clinique de désigner son supérieur. Ça montre qu'on a compris la structure. Exactement. Pour les autres, collègue reste le terme universel, le plus sûr. Mais si Alex, par exemple, travaille dans un cabinet d'avocats, il pourrait entendre confrère ou consoeur. C'est un marqueur de formalité. D'accord, c'est plus spécifique. Oui. Et une expression que j'aime bien, c'est « membre de l'équipe ». Ça change l'angle. On n'est plus juste des gens qui coexistent. On fait partie d'un tout. Voilà, on a un projet commun. Rien qu'en choisissant son mot, Alex envoie déjà un signal. D'accord, donc Alex a sa carte du territoire, il sait qui est son responsable, qui sont les membres de son équipe. Maintenant, le travail commence. Il est sur un projet et sa collègue, disons, Camille, fait un travail vraiment super. Comment Alex peut le dire sans tomber dans le « Camille, tu es bonne » qui sonne un peu... Un peu plat et un peu étrange, oui, voilà. C'est un point absolument clé. Un feedback positif, pour qu'il ait de la valeur, il doit être précis. Dire c'est bien, ça n'informe sur rien. C'est vide. C'est ça. Le vocabulaire pro est beaucoup plus riche. Alex pourrait dire que le travail de Camille est remarquable, que son analyse est pertinente ou que sa présentation était très claire. Ah oui, là c'est concret. Si on veut parler de Camille elle-même, on peut dire qu'elle est compétente, efficace si elle va vite, rigoureuse si elle a le souci du détail, Proactive. proactive si elle anticipe, et on peut même aller sur le comportemental. J'apprécie beaucoup ton esprit d'équipe, où tu es quelqu'un de très fiable. C'est rassurant de travailler avec toi. Voilà, on passe d'un compliment vague à une reconnaissance de compétence. C'est beaucoup, beaucoup plus puissant. Ça, c'est pour le côté lumineux de la force. Mais ce qui me paralyse souvent, et j'imagine que c'est le cas pour beaucoup de monde, c'est l'inverse. La critique. La peur de vexer en donnant une critique.
J'ai vu des situations s'envenimer à cause d'une remarque un peu maladroite. Est-ce que la clé, c'est juste la formulation? C'est une excellente question. Ça touche au cœur de la culture pro en France. Il y a une sorte de danse diplomatique à maîtriser. Une danse, j'aime l'image. La confrontation directe, un peu brutale, est souvent très mal perçue. Et l'outil linguistique le plus puissant pour cette danse, c'est le conditionnel. Le conditionnel. Oui, c'est fascinant, parce que le conditionnel, il déplace la critique. On passe du domaine de la vérité absolue, c'est mauvais, au domaine de l'opinion, de la possibilité. Ça pourrait être mieux. On ouvre une porte, on ne ferme pas un mur. C'est exactement ça. Attaquer une idée frontalement, ça peut être perçu comme attaquer la personne. Le conditionnel, c'est une protection. C'est un bouclier relationnel en quelque sorte. Exactement. Au lieu de dire à Alex « ton rapport manque de données », on lui dirait Hmm. « merci pour cette première version ». Pour que l'argument soit encore plus percutant, il serait peut-être judicieux d'ajouter les chiffres du dernier trimestre. Qu'en penses-tu? Ah oui, ça change tout. La critique est la même, mais la forme invite à la collaboration. C'est la différence entre commenter l'action et juger la personne. On ne dit pas « tu n'es pas rigoureux ». On dit. La présentation gagnera en clarté avec quelques exemples. On se concentre sur le travail, sur l'objet. Et ça préserve la relation. C'est très, très éclairant. Alors, poussons Alex un peu plus loin. Le projet avance, mais il y a un problème. Inévitablement. Un autre collègue, Marc, devait livrer un truc pour mardi. On est jeudi, toujours rien, et ça bloque toute l'équipe. Situation classique. Comment Alex peut aborder ça sans passer pour le rapporteur, celui qui se plaint? C'est le test ultime. Le principe d'or ici, c'est de rester factuel et de se concentrer sur les conséquences pour l'organisation, pas sur la faute de l'individu. D'accord. C'est ça qui fait la différence entre un feedback pro et les ragots de la machine à café. Alex ne devrait jamais dire « Marc est encore en retard, il nous ralentit C'est toxique ça. ». C'est une accusation personnelle. C'est toxique, oui. Alors, quelle serait la bonne approche? L'approche constructive. Alex pourra aller voir son responsable et dire, par exemple, « Je voulais faire un point sur le planning du projet X. Ok. Nous attendions la contribution de Marc pour mardi afin d'avancer. Comme on ne l'a pas encore, notre travail à nous est en pause. Est-ce qu'on aurait une nouvelle échéance ?» Ah, je vois la différence. C'est très factuel. On passe d'une accusation « Marc est en retard » à un exposé de faits et un problème à résoudre ensemble. On est bloqué, comment on fait? On enlève toute la charge émotionnelle. On transforme un problème de personne en un problème de processus. Précisément. Et pour exprimer un désaccord, c'est la même logique. Plutôt que de dire à quelqu'un « tu n'as pas été clair dans ton email », ce qui est accusateur, On peut dire. Alex peut dire « je ne suis pas certaine d'avoir bien compris ce point, pourrais-tu me le réexpliquer ?» Il prend la responsabilité de l'incompréhension, C'est habile. ça désamorce tout. Et toute cette prudence, ça m'amène tout naturellement à la question du tu et du vous. Ah, le fameux dilemme. On pourrait en faire une discussion entière là-dessus. Dans ce genre de situation tendue, quelle est la règle de sécurité? La règle de sécurité absolue, c'est le vous. Le vouvoiement, c'est le réglage par défaut dans la plupart des entreprises en France. Même dans les startups. Même dans des startups, à l'ambiance qui se veut décontractée. C'est une marque de respect qui crée une distance professionnelle saine. D'accord. Passer au tutoiement, c'est un acte social fort. C'est une invitation à réduire cette distance. Et si ce pacte n'est pas bien établi, revenir au vous dans un moment de tension, c'est une façon de dire stop, restons professionnels. On remet la barrière. Exactement. Et tenter de tutoyer quelqu'un pour la première fois pendant un désaccord, ce serait une très très mauvaise idée. D'accord. Alors, avançons vers une issue plus positive. Grâce à la super communication d'Alex, le problème est résolu, le projet est un immense succès. Ouf! Comment l'équipe peut, par le langage, célébrer cette réussite collective? C'est là qu'on boucle la boucle avec le titre de la source, les relations faciles. La facilité, elle vient de l'inclusion. Pour célébrer, les pronoms « on » et « nous » sont rois. Pas le jeu. Surtout pas le jeu. Dire « j'ai réussi ce projet », c'est souvent très mal perçu. Ça sonne Arrogant. « voilà ». Alors que dire « on a fait un travail formidable » ou « notre équipe a vraiment assuré », ça inclut tout le monde. Ça renforce le sentiment d'appartenance. C'est la base, en fait. Ça me fait penser aux techniques de feedback. On parle souvent du feedback sandwich, tu sais? Oui, bien sûr. Un compliment, la critique, un autre compliment. Mais j'ai aussi lu que c'était un peu démodé, voire manipulateur. Ça marche encore, ça, en France? C'est une excellente remarque. Le sandwich en tant que technique, rigide, mécanique, oui, c'est de plus en plus critiqué. Ça peut paraître faux, Inauthentique. c'est ça. Mais l'esprit derrière, l'idée de ne jamais livrer une critique de manière sèche, brutale, ça reste profondément ancré dans la culture.
Donc c'est la forme qui a changé, pas le fond. On peut dire ça. On n'utilisera plus la structure pain, viande, pain de manière scolaire, mais l'idée d'enrober, d'adoucir, elle est toujours là. On dira plutôt, globalement, la proposition est très solide. Ok. Le point qui me semble perfectible, c'est celui-ci. Mais une fois qu'on l'aura ajusté, je pense qu'on tiendra quelque chose d'excellent. Ce n'est plus une formule, c'est une philosophie. On critique l'idée pour la renforcer, pas pour la détruire. C'est beaucoup plus nuancé. Alors, si on retrace le parcours de notre Alex, on a une vraie feuille de route là. D'abord, il a dû déchiffrer la carte hiérarchique. Responsable, N+1, chaque terme compte. Tout à fait. Ensuite, pour évaluer le travail, il a appris à utiliser un vocabulaire précis, factuel, compétent, rigoureux, en se concentrant sur les actions. Pas sur les jugements. Puis, face aux difficultés, il a découvert le pouvoir de la diplomatie, le fameux conditionnel comme bouclier, Mhm. et l'art de transformer un problème de personne en problème de processus. C'est ça. Hein. Et enfin, dans le succès, il a compris que le nous et le on sont les vrais ciments de l'équipe, et que c'est ça qui crée ces fameuses relations professionnelles faciles. C'est une synthèse parfaite. On voit bien que ce qu'Alex a appris, ça dépasse largement un simple cours de français des affaires. C'est une compétence humaine. C'est une compétence culturelle et sociale. Il a appris à lire entre les lignes, à naviguer dans les non-dits et à utiliser le langage non pas juste pour décrire la réalité, mais comme un outil pour la façonner, pour construire la confiance. C'est ça la clé. Et tout ça, ça soulève une question intéressante pour aller plus loin. Si les mots qu'on choisit pour décrire nos collègues façonnent si profondément nos relations avec eux, dans quelle mesure les mots qu'on choisit pour décrire notre propre travail, nos propres réussites, influencent non seulement la perception que les autres ont de nous, mais aussi notre propre confiance en nos compétences.